David vous a préparé une belle présentation. On va parcourir justement quelques espèces. Puis d'abord, on va commencer à parler aussi de comment on fait pour recenser les lucioles. Il y a Gilbert qui a le nouveau formulaire. Je pense qu'il a été envoyé. Sinon, il va l'être tout de suite après la rencontre pour justement recenser l'abondance des lucioles, pour voir est-ce que d'année en année, il y en a autant plus ou il y en a moins, selon les milieux. Et c'est vraiment, je dirais, c'est probablement le recensement le plus facile à faire parce que c'est un recensement visuel avec des classes, donc 5 et moins, 5 et plus, 25 et Mhm. plus et 100 et plus, etc., comme ça. Donc, c'est facile à faire et puis c'est le fun parce qu'on est devant un spectacle en même temps. Vous prenez juste 10 minutes, puis déjà, vous ramassez des données pour la science, pour nous, puis pour mettre les statuts à jour. Si vous allez pour le fun, regardez les sites Internet comme iNaturalist ou NatureServe en ligne. Les statuts, souvent pour les lucioles, n'ont pas de données, en tout cas pour le Québec. Il y en a pour certaines provinces du Canada, certains États aux États-Unis, mais pas pour le Québec. Et donc, puis c'est d'autres provinces aussi. Donc, vraiment de la job à faire et puis c'est pas de la job très difficile. Fait que on peut obtenir des résultats intéressants rapidement juste en s'installant puis en regardant 10 minutes, juste 10 minutes les lucioles pendant le bon temps de l'année qui commence en ce moment. Et puis pour ceux qui le savent pas, Gilbert Delage qui est avec nous ce soir, il a commencé un projet à l'île verte. Vous l'avez peut-être vu à la Semaine verte, l'émission de Radio-Canada où ils faisaient la réintroduction du tétra du Canada. Et puis, ils se sont Oui. dit qu'ils allaient faire la même chose pour essayer de faire la même chose, en tout cas pour les lucioles qui, semblerait-il, ont diminué énormément depuis quelques années à l'île verte. Et puis, une des premières étapes en vue d'un potentiel rétablissement de ce genre d'espèces-là, ben, c'est l'inventaire, c'est le recensement des espèces. Et donc, c'est le fun parce que et donc ceux qui font partie de l'essaim des lucioles, vous allez voir des participants comme ça de l'île verte qui ont plusieurs groupuscules. Vous avez plusieurs sites aussi, Gilbert. Et puis ça va commencer. Fait que, il y a ça aussi qui est intéressant. Donc, ce qu'on avait fait pour les autres séances essais, c'était des listes d'espèces qui étaient plus vulnérables ou menacées au Québec ou dont les populations étaient en diminution. Sauf que pour ce qui est des lucioles, on a fait quelque chose d'un peu différent puisqu'il y a seulement 19 espèces au Québec. Donc, on va quasiment pouvoir toutes vous les présenter. Donc, on va commencer par une petite introduction sur les lucioles. Donc, les lucioles font partie de la famille des lampiridés. Comme je viens de dire, il y a seulement 19 espèces au Québec. Ils vont surtout être abondantes. En fait, ils vont être présentes entre mai et juillet, août, mais ils sont surtout abondantes ce mois-ci, justement, en juin ou jusqu'à la mi-juillet. Ils vont vivre à proximité des cours d'eau et dans les zones humides. Et comme Étienne l'a mentionné plus tôt, chaque espèce va avoir ses propres patrons de signaux lumineux, d'où la pertinence de faire des observations en soirée. Donc, une manière de reconnaître si les lucioles sont nocturnes ou diurnes, c'est justement par leurs petits organes de bioluminescence ici. Donc, c'est des petits segments sur l'abdomen. Donc, il y a des espèces comme les photuristes qui sont nocturnes, qui vont avoir des petits organes ici, ben, en fait, les segments qui vont être plus pâles, alors que d'autres espèces qui sont diurnes n'en ont pas besoin. Donc, ils vont être soit très réduits, on les verra pas, comme sur l'image à droite. Sinon, ben, il y a les larves aussi qui peuvent faire de la bioluminescence, tout comme les œufs. Et les larves vont être carnivores. Donc, juste pour vous montrer une petite image ils ont l'air de quoi. Et finalement, il y a 8 genres de lucioles qu'on présente juste ici. Donc, les prochaines diapositives, c'est vraiment pour vous expliquer comment faire le recensement, les inventaires des lucioles. Donc là, je vais laisser la parole à Étienne. Voilà, tu peux y aller. Super. Et l'image que vous avez, qu'il y a juste avant, je pense, c'était ça, Flavie? Exact. C'est une image, non, juste après. Celle où on voit les gens. Oui, oui, je vais la changer. C'est bon. Voilà celle-là. Euh, En fait, c'est aux États-Unis, c'est une pratique beaucoup plus courante qu'au Canada, l'observation de lucioles. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, parce que ils ont quand même des clubs de nature, d'observation qui sont beaucoup plus vieux en quelque sorte que nous, mais aussi parce qu'ils ont une espèce qui est fantastique, c'est la luciole de Caroline, le Potinus carolina, qui est en anglais Synchronous Firefly. Et donc, pourquoi on l'appelle comme ça? C'est parce qu'à un certain moment dans les soirées, elles peuvent se synchroniser tous en même temps.
et ça fait vraiment un spectacle fantastique pour les yeux, pour les observateurs. Il y a même au Tennessee, au Smoky Mountain, je pense qu'il y a des autobus scolaires qui arrivent avec plein de gens comme ça, juste pour l'observation de ces lucioles-là. Et puis, on peut faire pareil au Québec, peut-être pas avec des autobus scolaires, mais au moins avoir des stations d'observation comme ça et retrouver des amis, comme c'est le cas pour l'observation d'oiseaux. Et puis, quand on va dans la nature, tu peux passer à la prochaine diapositive, puis qu'on commence à observer les lucioles, ben, on prête attention justement à différents patrons de bioluminescence. Chaque espèce a son patron justement de bioluminescence. Ça peut être, en anglais, ils appellent des dashes, donc c'est les fameux crochets ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais ouais, exact, c'est le crochet comme ça. Ils appellent ça un dash, donc c'est la luciole qui va vers le haut rapidement comme ça et qui continue, mais et qui n'allume plus par après. On a des points et les numéros en haut, c'est le nombre de secondes. Et donc, vous voyez comme ça, plus les flashs lumineux sont voyons, rapprochés finalement dans le temps, ben, on va voir plusieurs petits points comme ça, comme celle qui est en bas, qu'on n'a pas au Québec, si je ne me trompe pas, Photinus consanguineus. Mais vous voyez, deux petits points, toc, toc, long silence de environ 1, 2, 3, 4 secondes, et puis après ça, deux autres petits flashs lumineux comme ça. Les gens peuvent utiliser des tableaux avec justement les illustrations des fameux patrons lumineux. Par contre, ça demande d'être un observateur très aguerri. C'est un peu pareil comme des gens qui sont capables de reconnaître les espèces d'oiseaux au son. Donc, c'est un peu pareil. Il faut être capable de suivre une luciole comme ça dans l'espace, puis être sûr de bien avoir compté le nombre de secondes. Donc, c'est pas facile quand même, mais qui voudraient passer à la prochaine étape avec un défi de plus, pourriez télécharger en ligne les tableaux puis commencer à essayer d'identifier les espèces. Nous, ce qu'on va faire, c'est y aller en fonction de l'abondance. Donc, on va aller vers qu'est-ce qui flash, qu'est-ce qui est bioluminescent dans l'environnement et quelle est la quantité de ces flashs-là. Donc, à peu près la quantité des lucioles qu'on trouve dans notre champ de vision. Donc, ici, on a le formulaire, tout le monde le voit bien. Euh, donc ici, donc le protocole est pour 10 minutes, hein. Et donc, tout ce qu'on a à faire, c'est s'installer devant notre espace, devant notre site. Donc, dans le cas de Gilles, ça va être dans sa cour arrière. Et puis, on observe pendant 10 minutes les lucioles. Attention, dans les 10 minutes, vous allez choisir différents moments de 10 secondes. OK? Donc, ça peut être à la minute 2 du 10 minutes, ça peut être à la minute 1 du 10 minutes. Je vous conseille la minute 1 parce que c'est plus simple comme ça. Et puis, vous allez pouvoir observer comme ça plusieurs fois, justement, la quantité, l'abondance finalement de lucioles que vous voyez dans votre champ de vision. Donc là, en haut, vous avez une sorte de légende. Donc, vous avez les catégories. Donc, ici, on a A. Donc, ça, les lettres, c'est des lettres que vous allez mettre justement dans la partie qui est plus basse, OK, qui est votre prise de données. Donc, A qui est absolument aucune luciole observée, B de 1 à 5, C 6 à 10, et ainsi de suite, 11 à 25 et 25 et plus. Donc, et juste en bas, on a la légende, les catégories des patrons lumineux observés. OK? Donc, ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Donc, on observe, est-ce qu'on a, comme Gilles l'a mentionné tantôt, ben, des fois, j'en vois des verts, des fois, j'en vois des oranges. Et donc, pendant les 10 secondes, s'il envoie beaucoup de verts puis quelques-uns oranges, ben là, il va marquer la lettre H, donc pour 2. Voilà, comme ça. Et 4 et plus, ça, c'est dans les sites qui sont très diversifiés. Donc, vous allez garder en tête cette légende-là et là, dans la partie qui est juste en bas, vous allez mettre la date, évidemment, le site. Ça peut être un site, ça peut être cours arrière ou ça peut être, dans le cas de l'île verte, ça peut être des numéros de sites qui se sont donnés. Heure de début, heure de fin. Notez la température aussi, ça peut être très utile parce que ça peut nous aider quand on va analyser les données. S'il fait très froid, ben, c'est peut-être un bon indice qu'il n'y ait pas beaucoup d'abondance, donc on va mitiger l'analyse des résultats en conséquence. Donc, les nombres de lucioles observées, ben là, entrée 1, entrée 2, entrée 3. Donc, vous allez faire 3 entrées, donc 3 10 secondes dans votre 10 minutes. Et ainsi de suite. Puis là, vous avez 1, 2, 3, 4 prises de données comme ça dans une feuille. Donc, ça, vous pouvez prendre ce Excel-là, imprimer une feuille 8,5 par 11 et même la faire recto verso comme ça. Il y a Louise qui avait une question, je pense. Ben, tu as répondu, tu viens juste de répondre. En fait, je voulais OK. savoir combien d'observations
de 10 secondes pendant le Voilà. 10 minutes. Donc, c'est 3. C'est 3. Euh, c'est tout simple, c'est un triplicata. Donc, pour les analyses statistiques, c'est plus fort comme ça. Ça nous donne de la puissance. Donc, ça permet de faire des moyennes après. Euh, tout simple. Est-ce que tout le monde, je pense que c'est assez simple, tout le monde a compris. Puis, donc, vous pouvez vous imprimer ça, mettre ça sur un petit pad avec une pince comme ça, c'est parfait. Vous mettez un crayon, puis vous pouvez faire la quantité d'observations que vous voulez, justement dans une nuit. Évidemment, si vous faites un peu comme les gens à l'île verte, là, c'est mieux de faire un nombre d'observations fixe. Donc, si vous vous dites, ben, on va faire 3 10 minutes, ben, c'est mieux de rester à 3 10 minutes tout le long de l'été ou tout le long de votre recensement. OK? Si vous voulez commencer smooth, vous pouvez faire seulement 10 minutes. Pour vous donner une idée, c'est sûr que les lucioles vont commencer relativement tôt dans la soirée, donc ils vont commencer à être ben, on va voir les premiers flashs, je dirais, les plus tôt, ça va être à cette heure-ci, en fait. Là, il est quoi? Il est 19h45, 20h. 52. Ouais, c'est ça, presque 8 heures. C'est le plus tôt souvent que ça peut aller. Et puis, on va voir, c'est des petits flashs qui sont vraiment timides. Et plus l'heure va avancer, évidemment, plus les journées aussi s'allongent, plus on va vers le solstice. Ben, en fait, c'est On dans, y est rendu. dans 2 jours, le solstice d'été. Évidemment, ben là, ils vont commencer un petit peu plus tard. Puis après ça, quand on va avancer dans l'été, ben là, ça va commencer un petit peu plus tôt. Évidemment, ça va avec la quantité de noirceur qu'il y a. Euh, donc voilà. Donc on a ce que j'appelle un climax de bioluminescence, de flash lumineux d'une population de lucioles vers entre les, je dirais, 9 heures et 11 heures. Vers 11 heures le soir, 11h30, souvent, pas tout le temps, mais souvent la température commence à descendre beaucoup plus drastiquement. Et lorsqu'elle atteint des 14 15 degrés, les lucioles commencent à être, bien évidemment, il fait plus froid, les lucioles commencent à être moins actives. Ils vont descendre vers un champ, par exemple, donc dans les graminées, dans les plantes ou carrément sur les arbres, dans les arbres autour, sur l'écorce des arbres aussi, ou au sol carrément s'il n'y a pas de plantes. Et puis, ils vont se calmer comme ça. Dans les soirées très chaudes et humides, donc souvent avant un orage, ben là, ils peuvent allumer là, jusqu'à 1 heure du matin. J'ai déjà vu ça. Donc, voilà. Donc, c'est la meilleure fenêtre d'opportunité, là, c'est entre, je dirais, 9 heures et 11h30. Voilà pour ça. Et juste pour clarifier, donc les entrées 1, entrée 2, entrée 3, c'est les cases, les colonnes dans lesquelles vous rentrez vos observations pour vos 3 tranches de 10 secondes d'observation. Il y a aussi une deuxième page, donc ça, c'était le premier formulaire qu'on vous a montré. Le deuxième, c'est pour les sites. Donc, dans la case juste ici, site, c'est là où vous avez fait vos observations. Donc, pour ne pas avoir à écrire la description de votre site à chaque fois quand vous remplissez le formulaire, vous remplissez le deuxième formulaire. Puis là, vous pouvez encercler quelles conditions correspondent au milieu dans lequel vous faites vos observations. Excellent. Comme ça, on a tout l'habitat qui est bien décrit. La végétation aussi. Si vous mettez, si vous faites des observations, puis là, dans la section vent, vous mettez forte rafale, puis que vous avez observé seulement 2 lucioles, tandis que la semaine précédente, vous en aviez observé 100 et plus, ben, on va avoir une petite idée que c'est probablement pour ça. C'est à cause du vent. Oui, Louise. OK. C'est quoi la distance à laquelle je dois me placer entre mon poste d'observation et, mettons, le milieu là, qui est la forêt? Quelle est la distance d'observation optimale entre là où vous êtes et Ouais, une forêt, par exemple? ouais. Pour Oui. pouvoir observer les lucioles, je rentre pas dans la forêt, je vais me mettre à l'orée de la forêt. Oui, mais vous pourriez aussi vous mettre dans la forêt si c'est vraiment un milieu forestier qui est large. À l'île verte, dans votre cas, il y a de la forêt au centre. Souvent, il y a le sentier qui borde. Les bordures de forêt sont souvent bien visitées par les lucioles. Donc, ce qui est bien, c'est de se mettre, je vous dirais, à peu près, vous pouvez faire face à la forêt, mais vous mettre à une distance d'environ 10 15 mètres de la forêt. Parfait. Si ça donne que le sentier est justement à cette distance-là, c'est tant mieux. Mais vous pourriez aussi faire face à l'autre côté. Dans votre cas, va être vers l'eau, souvent. Il y a des champs qui sont humides. Et donc, vous pourriez observer autant de lucioles que de l'autre côté. Mais c'est une bonne question. Si on est sur un sentier, est-ce que pour chaque site, je regarde
vous pourriez changer, en fait. Vous, pour l'entrée 1, vous pouvez pivoter sur votre propre position. Donc, regardez la forêt pour l'entrée 1. Vous vous tournez à 180 degrés. Vous êtes à l'entrée 2. Puis vous retournez d'un autre 90 degrés pour faire l'entrée 3. Ou peut-être plus 45 degrés. Ouais. Voilà pour ça. Les lucioles, il y a deux grands groupes, si on veut. Il y en a qui n'ont pas justement l'organe de bioluminescence, qui est les photophores. Donc, il y en a quelques espèces. Les plus communes, on a Lucidota atra, qui est pas ici dans l'image. Puis on a Helichnia curusca, qu'on voit ici à gauche. C'est deux lucioles qu'on voit souvent là, dans les forêts. Euh, Ils ont cette apparence-là, si on veut, noire, les élytres noires, avec l'avant du corps, qui est le prothorax, en fait, qui a les côtés comme ça, orangés et même rouges. Donc, deux lucioles très communes qu'on appelle diurnes. Là, on ne va pas les considérer nécessairement dans notre recensement. C'est des lucioles qu'on voit régulièrement, donc ils n'ont pas besoin de statut, en tout cas pour l'instant. On va plus s'intéresser aux autres. Une des espèces qui est bien abondante, Photinus ardens, euh, pour vous montrer sur le site de NatureStir, j'avais été voir. Donc ici, vous voyez une Photinus ardens, une espèce très commune. C'est pas la section orange ici, là, en péril, mais c'est plus la section podran. Et donc, on n'est pas capable de lui donner un statut, c'est-à-dire pas en péril ou en voie d'être potentiellement menacé. Donc, c'est pour vous donner une idée d'à quel point on n'a pas de données pour beaucoup d'États, puis même au Canada, là, énormément. On a juste des données ici au Nouveau-Brunswick, où il y a un chercheur, en fait, je pense que tu le connais, Mashka. Claude, qui a fourni les données justement à plusieurs organismes, dont NatureSurf, pour justement leur donner un statut. Puis dans ce cas-ci, il est apparemment en sécurité, donc dans leur cas. Mais voyez, c'est fou. Donc, d'où l'utilité de ce projet-là, puis de commencer à l'observation. Tu peux retourner, Flavie. Parfait. Donc, on va commencer par les lucioles diurnes. Donc, malgré le fait que la majorité des lucioles, on peut seulement les identifier à l'aide d'un binoculaire avec des vraiment, vraiment bonnes photos, on va quand même vous présenter les espèces puisqu'il y a plusieurs participants, un peu comme Gilles, justement, qui vont faire la bonne photographie de lucioles. Donc, la première espèce, c'est l'empyride à bordure orange. Donc, il y a 708 observations naturalistes au Québec de cette espèce-là. Donc, c'est une espèce qui est assez répandue, assez commune et qui va être présente entre avril et juin et août et septembre. Il y a comme deux vagues, surtout d'abondance pendant l'été. C'est une espèce qui va se retrouver dans les zones marécageuses avec une végétation herbeuse épaisse et des arbres. On peut observer aussi qu'elle a des petits poils grisâtres, brun grisâtres sur les élytres qui donnent une petite apparence poussiéreuse à ses ailes, donc les ailes rigides sur le dessus de l'abdomen. Et c'est une lucelle qui va mesurer entre 6 et 15 millimètres. Toutes les lucioles sont assez petites, mais à 15 millimètres, généralement, c'est assez gros. Étienne, si tu as des informations à rajouter sur chaque espèce, tu peux y aller. Sinon, il y a Lucidota atra aussi, qui est une espèce très commune. Donc, il y a 318 observations déjà sur iNaturalist au Québec et elle va être présente de mai à août. C'est celle que j'avais sur ma porte de garage. Les larves sont carnivores, hein. Ils vont manger des invertébrés comme des petites limaces, ça s'appelle des petits vers de terre, des escargots parfois. Ils sont carnivores, omnivores aussi un petit peu, mais surtout carnivores. Mm. Il y en a même aussi qui vont manger d'autres lucioles. Ils vont surtout s'attaquer à Oui, on des va y arriver. invertébrés, ouais, Ouais. à des invertébrés à corps mou, comme Étienne a dit, mais il y en a que c'est entre elles aussi. Encore Lucidota atra, donc 12 millimètres. Elle a des antennes stériformes, donc c'est un peu dentelé, comme ça ici, on peut bien le voir sur cette photo, qui a justement été prise par Gilles. Elle a aussi son pronotum qui va être rouge et jaune, avec une bande noire au milieu, mais la majorité des lucioles ont ces colorations-là, ces petits patrons qui sont assez similaires. Quand vous voyez ces antennes grandes-là et épaisses-là, c'est très probablement Lucidotatre.
Et ces segments, ben, en fait, comme les autres espèces diurnes, ces segments bioluminescents sont réduits, sont très difficiles à observer. Spiropedia decipiens, une autre espèce, celle-là, bon, vous voyez que ça chute. Il y a seulement 4 observations iNaturalist au Québec, donc dans le coin de Sherbrooke et de Montréal. C'est une espèce qui est présente de juin à août. Et on peut voir que c'est vraiment les mêmes couleurs que l'Isidota atra. En haut, c'est les mêmes petits patrons qui se ressemblent beaucoup. Même genre, cette fois-ci, nigricans, 22 observations iNaturalist et aussi présente de juin à août. Elle est moins commune, elle est occasionnelle. Je dirais que probablement qu'il y a plus d'observations iNaturalist que l'autre d'avant parce qu'elle est plus facilement distinguable. Donc, elle a, je pense que c'est le mâle qui a les côtés du pronotum là, très rouges, très Mhm. larges comme ça, puis la femelle moins présente. Ouais, ça a Euh, l'air plus petit ici, là. exact. Donc, ouais. Ensuite, les lucioles nocturnes. Donc, les Photinus ardens, il y a seulement 2 observations naturalistes au Québec de cette espèce-là et elle est aussi présente de juin à août. J'en ai parlé tantôt. Une bioluminescence verte pour Ardennes. Ici, c'est Pyralis, donc 27 observations naturalistes et elle a un peu plus longtemps, de juin à septembre. Exact. Une autre espèce commune, surtout aux États-Unis, en fait. Oui. Le Québec, c'est sa limite nordique, là. Vraiment. Oui, la majorité sur les cartes qu'on voit, les observations sont vraiment au sud du Québec. Ouais, il faut aller en Montérégie là, pour observer cette espèce-là. Si vous habitez là, dans les Laurentides, vous allez peut-être en voir, mais en fait, notez-le parce que ça peut être relativement assez exceptionnel. Donc, on en a vu là, autour de Montréal. En Outaouais, il y en a plus, Ottawa, Cornwall, mais sinon, donc proche de l'Ontario, mais sinon, il n'y en a pas dans le nord. Si vous en voyez, là, tant mieux pour vrai. Audubon Park, il n'y en a pas non plus, Gilles, si jamais tu en vois. C'est une belle observation. Ignitus, 2 observations naturalistes et juin à juillet. Ouais. Celle-là aussi, elle est comme, je dirais, la deuxième plus commune là, après Ardennes. Ouais. Puis les bioluminescences vertes, encore une fois. Oups. Indictus, 2 observations naturalistes, mai à août. Pyractomena borealis, donc celle qu'Étienne a mentionnée plus tôt dans la séance. Celle-là, il y a 62 observations, mai à juin, et celle-là qu'on disait tantôt, c'est pour le genre en général, bioluminescence qui peut peut-être avoir l'air rouge, on ne sait pas trop, mais ambre et orangé. Exact. Puis là, vous voyez, Flavie, toi, tu as mis deux, je ne sais pas si c'était voulu, là, mais les Pyractomena, en général, peuvent avoir des colorations qui sont variables. Donc, des fois, c'est surprenant, là, celle de gauche, là. Parfois, il peut y avoir des lignes orangées comme ça, mais la plupart du temps, ça va être la coloration de droite qui va être la plus commune. Parfois, il y en a qui sont comme ça. Il y en a même une au Nouveau-Brunswick, c'est la Fairfieldy, qui a vraiment des bandes très pâles. Et puis, les larves sont intéressantes. Je pense que Flavie t'en a montré une au début de la présentation. Au début, ouais. On dirait un Sont... trilobite, là. Ils ont des plaques comme ça, thoraciques, qui sont très élargies et puis qui sont pointues sur les côtés. C'est des grands chasseurs voilà, à gauche. Donc, à gauche, on en a une. Et puis, ils ont une tête comme rétractable, comme ça, qui peut sortir, rentrer s'il y a des prédateurs, mais sortir pour aller manger justement des petits escargots qui traînent, des limaces, aller dans des endroits qui sont moins accessibles. Puis, on les voit souvent sur le tronc. Donc, il y a en fait, depuis le début de l'été, printemps, je dirais, on les voit se promener sur le tronc comme ça. Ils mangent des invertébrés qui montent, qui descendent. Et là, à ce temps-ci de l'année, on devrait commencer à les voir, en fait, depuis une semaine ou deux, je dirais, commencer à les voir nymphoser, donc se transformer dans leur forme adulte, justement aussi sur les troncs d'arbres. Ouais. Les nymphes peuvent être bioluminescentes aussi. Les nymphes peuvent être bioluminescentes. En fait, les lucioles, ils ont tous à peu près de la bioluminescence. Donc, tu l'as mentionné, hein, même les œufs. Les C'est œufs, juste oui. que c'est très difficile à voir. Ouais. C'est très difficile à voir pour beaucoup d'espèces. À l'état larvaire, œuf, évidemment, puis nymphe. À l'état larvaire, c'est possible, mais il faut vraiment avoir une nuit qui est noire, noire, noire. Il ne faut pas avoir de pleine lune ou une moitié de lune.
Ça m'est arrivé une fois, mais c'est fascinant. On était à Saint-Hippolyte, à la station de biologie des Laurentides, de l'Université de Montréal, et puis il y avait un petit amoncellement de roches, une nuit complètement noire, et puis dans l'amoncellement de roches, il y avait vraiment des petits points bioluminescents et constants. Donc, ce n'est pas des flashs, c'est constant. Et puis, c'est très faible, mais ça faisait comme un petit arbre de Noël, parce qu'il y en avait plusieurs dans l'amoncellement de roches. Fait que c'était très joli. Je viens de penser à ça justement, là. T'auras peut-être pas la réponse, mais ça sert à quoi dans ce cas-ci que les larves fassent de la bioluminescence? Parce que pour les adultes, c'est les mâles pour retrouver les femelles pour l'accouplement, mais les larves, c'est-tu juste pour communiquer, se rassembler? C'est une bonne question et j'avais lu là-dessus et on ne sait pas encore réellement pourquoi les larves et les œufs sont bioluminescents. Tout à fait, on ne le sait pas. Euh, Peut-être pour attirer des moucherons, il y a des gens qui ont cette hypothèse, mais c'est boiteux un peu. On pense plus que c'est une question métabolique. Donc, c'est un organe qui est en fonction tout le temps, qui se prépare en fait. Et la réaction chimique, hein, vous le savez, hein, c'est deux, donc c'est la luciférine et la luciférase qui rentrent en réaction comme ça avec l'oxygène dans les organes bioluminescents. Et semblerait-il que ce serait plus métabolique que la raison. Plus Parce que, que trouver un partenaire sexuel, comme c'est le cas pour les adultes. Vous le savez, les patrons lumineux qu'on voit dans la nature, c'est pas pour nos yeux à nous, c'est pour les yeux des partenaires sexuels de la même espèce. Pour se retrouver. Hmm. Une puis, question sur les larves. Est-ce que dans certains cas, on peut identifier jusqu'à l'espèce à partir des larves? Euh, Genre, oui. Le genre, oui, mais l'espèce, c'est vraiment difficile. Ouais. OK. Claude, peut-être que tu saurais peut-être plus pour l'espèce. T'as-tu déjà essayé d'identifier les larves de l'Empyridée à l'espèce? En tout cas, ma réponse, c'est ignoribus interrogationis. Je Ah, l'ignore, je voilà. m'interroge. C'est bon, t'as compris, Gilles? Oui, oui. OK, exact. Donc, c'est vraiment difficile, mais c'est le cas pour d'autres insectes aussi, même à l'état larvaire. Même chose pour les araignées, même les juvéniles, on ne peut pas des fois les identifier, hein. Non, Un c'est peu, clair, mais c'est malheureux, comme mais dans le cas des deux photos qui sont là, je viens de m'apercevoir que c'est mes deux photos dans les ah, deux bon. cas. oui, Mais j'ai c'est- utilisé quelques-unes de tes photos oui, dans oui, mais PowerPoint. ce qui me fait grandement plaisir d'ailleurs. Mais comme là, est-ce qu'on peut savoir le genre de celle qui est à gauche, celle qui est à droite? Parce que moi, Oui, oui, c'est à gauche, c'est Pyractomena. Ah, OK, oui. Là, Angulata ou Borealis, on n'est pas sûr. On peut juste deviner selon l'aspect plus commun de l'une de l'autre, selon l'endroit géographique. OK. Et puis l'autre, je pense que c'est une Photinus. Sinon, ça serait une Lucidota. Je OK. pense qu'un autre angle pourrait mieux nous éclairer sur la question. Ouais. D'accord. C'est Bon, bien dit, nous éclairer sur la question. C'est bon ça. On peut poursuivre avec, on vient on d'essayer faisait Pyractomina. Borealis. Oui, c'est Ouais. ça. Ici, je voulais juste montrer, comme j'ai mis cette petite image, c'est pas la meilleure des photos, mais je voulais montrer que les yeux des lucioles sont vraiment grands par rapport à la tête, elle, qui est minuscule, que c'est ça, la tête est vraiment cachée en dessous du pronotum. La grosse plaque ici qu'on voit, là, la tête va vraiment être cachée en dessous pour protéger les yeux de la lumière, parce que les yeux, la raison pour laquelle ils sont aussi gros, c'est qu'ils sont très sensibles pour justement capter les signaux lumineux pour se retrouver. Donc, je voulais juste souligner ça ici, qui ont des très gros yeux. T'es tournes, tu peux ils ont des gros yeux comme ça. Ensuite, Angulata, donc 5 observations naturalistes présentes de mai à mi-juillet. Euh, Ici, la photo d'en bas, peu commun. Avec cette coloration-là, là, quand je dis, il y a beaucoup de variations. Donc, ça, c'est rare. Si vous voyez ça, prenez ça en photo. Celle d'en haut aussi, c'est relativement rare de voir autant les marges, les lignes là, jaunes, pâles sur les côtés comme ça. Donc, ça, c'est quand même plutôt rare. Celle d'en bas, très rare. Donc, normalement, là, c'est comme la boréalis, là, je pense que c'était l'image du bas. Donc, les deux sont très similaires. Donc, le noir est plus dominant, là, en général. Semblerait-il que pour plusieurs espèces, dont celle-là, plus on va au sud, plus les bandes sont ou localisées. Donc, c'est des populations localisées. Si tu descends encore,
Donc, exact. Ça va plus ressembler à... Non, c'est encore pas mal. Ça va plus ressembler à celle qui est ici, là. La petite photo, là. La Donc, petite photo. la petite photo, la série sur la feuille, je pointe avec mon doigt, mais ça... La série, celle-là sur la C'est feuille? ça, ou l'accouplement, là, qu'on voit, là, juste en bas. Ça Ah, va être... c'est aussi... ouais, ça peut ressembler à ça. Mais faites attention, ça peut aussi être beaucoup moins pâle que ça, par expérience. je peux regarder aussi si on met Québec. On va voir des espèces qui ont été Ouais. photographiées au Québec. Donc, vous voyez le spécimen séché, là? Souvent ça qui arrive. C'est souvent ça qu'on observe, là. Donc, une bande qui est moins épaisse, mais qui est quand même présente, mais qui est moins épaisse. Voilà. On Une reprend. belle luciole. Vraiment une Oui. belle luciole, celle-là. Maintenant, Linearis, 3 observations naturalistes et de mai à juillet. Là aussi, si vous la trouvez, là, il y a très peu d'observations. On la trouve pas souvent en collection non plus. Donc, c'est à ouvrir l'œil pour celle-là, cette espèce-là. Polaclassis bifaria. Donc, celle-là, elle est assez plus facile à distinguer. Il y a 4 observations naturalistes, va surtout être présente en juillet et elle a des petites antennes pectinées comme ça ici. Donc, un peu comme Lucidota atra, elle, c'était dentelée Mhm. et elle, c'est comme ça ici. Donc, elle se distingue par ce petit trait-là. Robert Vigneault en a trouvé des centaines à Oka, Mhm. avec un piège d'interception. Oui, ils peuvent être localisés là, pour certaines. C'est plate, on n'a pas de points à Oka, mais je suis allé dans la trappe d'Oka. J'ai un petit projet personnel. Je veux, après 75 ans des frères Ouellet et Robert, j'ai essayé de voir si on peut retrouver les mêmes espèces. Euh, Fantastique pour ceux qui sont dans le coin, la trappe d'Oka avec les sentiers de vélo. Super Mhm. beau, super bel habitat avec un ruisseau, des plantes indigènes, du carrier en masse. Non, Mhm. c'est vraiment un beau coin que j'ai même pas fini d'explorer. Ouais. Mhm. J'ouvrirai l'œil, Claude, pour cette espèce aussi. Ouais, cette photo-là, je pense que c'est la mienne aussi. Je Oui. l'ai vue juste une fois, celle-là. C'était dans une tourbière. Ah, Intéressant. Maintenant, Photuris pennsylvanica. Donc, t'en parlais ah tantôt, oui. Étienne, celle-là aussi, on peut voir qu'elle a les bandes jaunes vraiment épaisses. Mhm. Ouais. Elle est commune, même s'il n'y a aucune observation sur un naturaliste. Elle est commune là, comme Luciole. C'est plus parce qu'elle est vraiment dure à identifier. En fait, c'est un complexe d'espèces. Donc, le complexe versicolore, je pense, qu'ils ont appelé les scientifiques, les entomologistes aux States, et puis Madame Faust. Donc, le complexe versicolore comprend Pennsylvanica et d'autres dans le groupe. C'est pour ça qu'il n'y a aucune observation naturelle, mais on la retrouve. Et ce qui est fantastique avec cette luciole-là, cette lampiridée, oui, euh, c'est que elle est capable d'imiter le signal lumineux de d'autres lucioles. Donc, Mhm. elle, la femelle, c'est vraiment une femme fatale. Donc, elle observe à l'extérieur comme ça quels signaux lumineux qu'elle voit. Et les mâles, souvent, volent au-dessus. Les femelles volent, des autres lucioles, là, je parle, ils sont à la base dans les gazons, dans les plantes herbacées. Et cette fameuse Photuris nicolas, ben, elle va imiter le patron de coloration, justement, des mâles qui volent au-dessus. Et elle l'imite comme ça. Il y a un mâle qui est attiré et lorsqu'il atterrit proche, ben, il se fait évidemment gober par cette plus grosse luciole-là qui va le dévorer. Et il semblerait-il qu'elle est à recherche d'un composé spécifique dans le corps des mâles lucioles des autres espèces qui lui permet de se protéger contre les prédateurs beaucoup plus gros qu'elle, les oiseaux, entre autres. Donc, ça leur donne un goût vraiment trop amer et crée des indigestions chez les oiseaux. Et donc, ça la protège. Donc, vraiment un comportement puis tout un système fascinant là, pour cette luciole-là. Est-ce que je peux vous poser une question un peu basique, mais est-ce que dans les lieux d'observation, on a avantage, si c'est possible, à réduire les sources artificielles d'éclairage, les petites sources?
C'est sûr. C'est sûr, je dirais le facteur numéro un de la diminution des lucioles en Amérique du Nord, parce que c'est un phénomène qui arrive en ce moment, c'est justement la pollution lumineuse. Et donc, si on veut bien observer les lucioles, pour nous-mêmes en tant qu'observateurs, puis en voir selon l'abondance réelle qu'il y a dans l'environnement, il faut limiter le plus possible, justement, à être proche d'une lumière, qu'elle soit au DEL ou qu'elle soit incandescente. C'est sûr. Et la période de reproduction où ça peut avoir le plus d'influence à ce moment-là, on parle de juin à mi-juillet ou C'est ça. Donc, au Québec, dans le cas de l'île verte, je dirais que ça va probablement être fin juin jusqu'à début août. Mais en général, partout dans le sud du Québec, ça va aller de début juin jusqu'à la fin août, même début septembre parfois. Ouais. C'est la période de reproduction. Donc, il y a des villes en Amérique du Nord qui ont eu une approche ciblée pour encourager justement la biodiversité, dont les lucioles, en diminuant la quantité de lumière qu'ils émettaient, en tout cas en ville. Puis les petites municipalités ont même encouragé comme ça les citoyens à éteindre leur lumière ou du moins à mettre j'avais des sensors, des détecteurs de mouvement. Donc, évidemment, les éteindre lorsque c'est pas nécessaire, puis quand il y a quelqu'un qui passe, ça s'allume. Mais sinon, beaucoup de lumière n'ont pas besoin d'être allumées quand il y a absolument personne qui passe. On peut passer à la prochaine. Ah, ben, c'est celle-là. Non, J'en me dit parlais rien. tantôt. Euh, Elle s'est retrouvée là, dans l'est aussi du pays. On la retrouve, vous voyez là, c'est pas l'île Pérou, mais on était à Salaberry-de-Valleyfield, je pense, avec le point qui est en bas à gauche. Puis on était à Châteauguay là, pour l'autre point, je pense. Donc, s'il y en a qui habitent là, vous pourriez voir ce futuriste-là qui est assez particulier. Ouais. Et voilà, c'était tout pour la première partie des espèces de lucioles du Québec. Et si jamais, dans le cas des gens qui sont à l'île verte, mais pour les autres qui sont intéressés aussi, c'est vraiment un groupe surprenamment, c'est un groupe d'insectes qui n'est pas du tout assez étudié au pays, donc au Canada. Et ça vaut la peine, si vous voulez, vous aller jusque-là, d'en collecter des spécimens. L'identification, elle est pas facile comme celle qu'on pourrait faire avec les papillons, certaines coccinelles ou même des libellules. Mais c'est faisable. Et si vous voulez pas, si vous trouvez que c'est difficile, même avec des guides d'identification, ben, vous pouvez nous envoyer des spécimens. Ça va nous faire plaisir de les regarder puis de les identifier. Évidemment, on ne pourra pas, dans certains cas, comme le complexe d'espèces là, versicolore, d'aller à l'espèce, mais au moins on peut aller à un complexe d'espèces dans ce cas-là. Donc, on peut faire quelque chose. Il nous faut des spécimens, il nous faut des identifications. Probablement, peut-être qu'il y a plus que 19 espèces au Québec. Puis on ne sait pas. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions sur les espèces, sur vos observations, sur le formulaire? On a Louise qui a levé la main. Oui, Ben, si on veut les attraper, faut faire ça la nuit quand on sort les observer ou le jour, parce exact. que me semble que la nuit, je les verrai pas, là. Ben oui, la nuit, vous allez les voir. Ils vont allumer. Ben, je vais voir les lumières, je vais pas. Exact. La luciole, la nuit, est totalement invisible. Tout ce que vous voyez, c'est la lumière. Ça, c'est sûr. Et donc, comme je mentionnais un peu à Gilles tantôt, ben vous avez un filet avec vous. Et puis, vous attendez, vous regardez le chemin de la Luciole. Donc, par exemple, c'est Ardennes. Vous allez voir un petit dash de vert comme ça. On attend encore 3 secondes, un autre petit dash. Donc, si elle s'en va par là, ben, vous mettez votre filet, puis dès qu'elle allume, chloc, vous l'attrapez. Vous la mettez dans une petite fiole. Puis OK. vous pouvez faire la mise à mort au congélateur. Ça va me Exact. prendre un filet. Bon. Exact. Mais vous pourriez, des fois, ils en vendent au Dollarama, même les filets à grenouilles. Parfois, ça pourrait fonctionner. Peut-être qu'il y a des petites lucioles qui vont se faufiler entre les mailles, mais effectivement, vous pourriez les attraper. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, nous, on va être intéressés d'avoir les spécimens puis de vous donner une identification à l'espèce. Dans le cas de l'île verte, ça pourrait devenir intéressant. Mais Gilbert, on a demandé des fonds de la Société canadienne
Puis on pourrait probablement vous envoyer quelques filets. Donc, à un certain moment donné. Parce qu'on n'a pas de magasin du dollar sur l'île. Oui, j'imagine. Hein. J'aurais été surpris qu'il y en ait. Non, mais évidemment à l'extérieur. Moi, j'ai 2 filets à vendre qui m'ont été donnés par d'anciens membres qui ont arrêté de collectionner. Ça fait que si ça intéresse quelqu'un, Pas cher, pas cher. Comment tu vas les vendre, Claude? on va faire le même prix que le dollar à bas, 5 piastres. Bon. Puis, c'est des filets de Jean Paquet. C'est ça? Non, il y en a un qui vient de Jean Paquet, Ah, c'est des bons mais filets. l'autre, je ne sais pas d'où il vient, l'autre. OK. Mais c'est des bons filets, 5 moi, je prendrais cette opportunité-là. Comme la saison est commencée, moi, ce que je demande aux membres là, qui vont participer à l'opération à l'île verte, je leur ai dit que moi, je vais me déplacer pour les ramasser. Alors, on n'a pas besoin d'avoir 15 filets, même si on a 15 observateurs. Alors, puis quand ils vont en voir, ben, ils vont m'appeler, puis moi, le lendemain, ben, je vais aller sur les lieux, puis je vais essayer de ramasser des spécimens. J'ai pas de filet actuellement. Je peux toujours l'acheter sur Amazon ou n'importe où. Je vais l'acheter pour les gens de l'île, là. Gilles, je pense que tu as levé la main, ça se peut-tu? Oui, le fichier Excel qu'on a vu tantôt, où est-ce que c'est disponible? Je vais le mettre disponible sur la page de l'essaim des Lucioles. Voilà. Donc, quand on va sur le site de l'AEAQ, on met l'onglet le curseur sur Cap sur les insectes, on descend jusqu'à essaim. Ici, on a les images des 8 essaims pour l'instant, donc on clique sur la luciole. Là, ça nous amène à la page des lucioles. Vous pouvez vous inscrire ici, si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir toutes les informations importantes spécifiques à votre essaim. Ensuite, bon, il y a plein d'informations sur les lucioles. En bas complètement. Ici, pour le filet entomologique, vous pouvez vous le commander aussi sur l'atelier Jean Paquet. Il y a d'autres matériels qu'on a mis ici. Vous cliquez sur les écritures en gras, puis ça ouvre un lien dans une nouvelle fenêtre pour vous commander ce matériel. Quelques ouvrages intéressants avec des clés d'identification, le groupe iNaturalist, formulaire de collègue. Je vais le changer. Là, c'est là que je vais mettre celui sur Excel qu'on a présenté au début de la séance, puis liste de matériel protocole. Donc, toutes ces ressources-là sont sur le site. Sinon, j'ai vu tantôt, il y a Yolène dans le chat partager quelques photos. Je les ai ouverts. Je peux partager mon écran si tu veux en parler. 28 mai, sur le tronc d'un pin. Puis je pense, c'est une luciole qui me semble être de jour, qui est en train de muer. C'était de jour. Oui, c'est... ben là, on a la nymphe, là. Donc, on a la sortie de la nymphe de l'ancienne peau de la larve. Oui. Donc, on voit voyons, je cherche le mot, le début des formations des ailes, donc comme ça. Ah oui. Oui. Bien un Pyractomena, ça. Mais nous, on a eu de la pluie la semaine dernière. Les nuits sont fraîches. Ouais. On n'a rien vu encore. Moi, j'ai toute comme une forêt. Après ça, un terrain très, très boisé. Mais normalement, on voit des lucioles. Moi, j'en ai moins observé l'année passée. Cette année, j'en ai pas encore observé. Celle qui allume là, la nuit. Ouais. Ouais, on est à cause en fait, s'il n'y avait pas eu la semaine de pluie qu'il y a eu et de temps plus frais, probablement que les lucioles auraient commencé dans la région de Montréal et cette latitude-là, là, 45e, c'est de la semaine passée. Mais là, vu qu'il y a eu les temps froids, ça ralentit probablement un peu. C'est sûr qu'à la Saint-Jean, là, dans quelques jours, dans la région de Montréal, ça va commencer. Puis je pense qu'à Montérégie, c'est déjà commencé. Parce qu'il y a un spot que je vais des fois, c'est à Fredericksburg, le long du ruisseau qui passe à travers le village. C'est couvert, il y a des fougères. C'est souvent là que ça commence le plus tôt là, partout au Québec. Là. Ça commence vraiment tôt. Là. On a aussi différents endroits. On va pouvoir faire au mois de juillet là, peut-être une petite sortie luciole autour de Montréal. Ça pourrait être intéressant. Il y a des gens qui vont partager des sites qui sont, semblerait-il, phénoménal. Et là, il va falloir aller les visiter. Fait que ça va être le fun. On pourra faire ces observations-là. Puis on pourra faire la petite identification aussi pendant cette soirée-là. Donc, on vous enverra l'invitation si ça donne. Là, évidemment, on a des horaires chargés, mais
serait bien intéressant. Il y en a un à Salaberry de Valleyfield, là, qui n'est pas trop loin, qui pourrait être probablement un des premiers à visiter là, pendant la période des Lucioles. Mm. J'aurais une question avant de clore. J'ai manqué le début de la présentation, malheureusement. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Qu'est-ce que, peut-être que ça a été dit au tout début, qu'est-ce que tu conseillerais comme environnement de prédilection pour boire des lucioles? Je ne sais pas si ça a été dit au début de la séance. On l'a mentionné, mais j'avoue qu'on n'a pas décrit peut-être de long en large. Les lucioles on va souvent les observer dans les milieux humides ou semi-humides. OK? Donc, sur les bordures des ruisseaux, donc c'est souvent des très bons environnements. Dans les marais, les tourbières, ça peut être aussi des très bons environnements. Donc, les bordures des tourbières, il va y avoir de l'eau douce, des environnements humides qui vont être vraiment propices au développement des invertébrés qui sont la nourriture hein, des lucioles. Là, on en observe beaucoup, en fait, c'est dans les champs humides. Et je dirais que les champs humides inondables, c'est quelque chose a perdu beaucoup de terrain au Québec depuis les 20-25 dernières années. Et puis, beaucoup de milieux humides aussi, on les a drainés pour construire du développement résidentiel ou même commercial. Donc, ça vient avec. Hein? Donc, c'est probablement pour ça que les lucioles sont en déclin pour certaines espèces là, en Amérique du Nord. C'est parce qu'on perd tranquillement de plus en plus nos milieux humides, puis les champs inondables aussi, parce que ces champs inondables-là sont souvent transformés pour l'agriculture. Et donc, on les perd, tandis que c'est vraiment des bonnes plaines où il y a plein d'invertébrés au sol qui se développent et c'est la nourriture pour les lucioles, là, justement. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut viser. Plus c'est sec, moins il y a de chances de voir des lucioles, je te dirais. Euh, si on va dans le sud du Québec, on peut trouver des forêts aussi qui sont humides, qui vont être des bons habitats là, pour les lucioles, mais ils préfèrent les environnements dégagés. Dégagés pour qu'ils puissent faire justement leur parade nuptiale lumineuse, en liberté, pas se cogner sur plein de branches, là. Si ça se fait dans des forêts humides, ça va être des forêts dont la strate, je dirais, herbacée puis arbustive est relativement libérée. Donc, il n'y a pas trop de végétation au sol. Ouais. Puis, j'ajouterais aussi que la réaction de bioluminescence, justement, c'est normal que la luciole soit plus dans des milieux humides parce que cette réaction-là a besoin d'une humidité. Donc, si on fait des expériences que j'ai faites avec les lucioles quand j'avais 8 ans, donc si on les fait avec de l'humidité, la bioluminescence va se faire pendant toute la nuit, une bonne partie de la nuit. Et si on les met dans un milieu où on assèche le milieu, la réaction de bioluminescence cesse. Donc, ça va vraiment avec le milieu, là. C'est vraiment important, l'humidité. Je ne savais pas, moi, ça. Va falloir que j'aille lire là-dessus. C'est des petites expériences. En fait, ma première expérience scientifique, j'avais 4 ans, mais avec les insectes, les lucioles, on attrapait ça en grande quantité. Puis on faisait déjà des petites expériences lorsqu'on était jeune. Je suis native, en fait, je suis venue au monde sur une ferme. Alors, on avait tout un laboratoire. Moi, j'ai eu un laboratoire très, très jeune dans ma vie. Puis après ça, tu es devenu prof de sciences, non? Oui. Oui, c'est ça. Ben, on faisait ça de façon intuitive, moi puis mon frère. On attrapait des chauves-souris, on attrapait des insectes, on attrapait toutes sortes de choses. Ça répond un peu à ta question, Frédéric? Ça va bien au-delà. J'imagine. Mais j'aurais une dernière question. Oui. J'observe des lucioles diurnes. Je les vois de jour, je conclus que c'est des lucioles diurnes. Je les ai pas identifiées. Dans mon potager et dans ma cour. Oui. Est-ce que ça doit être un insecte bénéfique, en fait, pour le potager, puisqu'il mange d'autres insectes, un peu comme la coccinelle. On a bien les coccinelles dans le jardin qui mangent les pucerons. Oui, il semblerait-il qu'il se nourrit de petits insectes et des insectes à corps mou. Après ça, j'ai l'impression que son régime alimentaire à l'état adulte n'est pas super bien connu. Il mange d'autres insectes, mais lesquels en particulier, surtout en milieu urbain, c'est une bonne question. Tu pourrais observer, tu pourrais faire des observations puis nous en reparler. On les voit souvent, les adultes, on les voit souvent sur
sur les plantes, donc sur les plantes herbacées à gauche à droite. J'imagine qu'ils doivent de temps en temps se manger un puceron ou manger un œuf d'un autre insecte qui traîne comme ça, un petit champignon aussi, pourquoi pas. Ben, Ouais. Tantôt, vous aviez une photo d'une luciole qui était sur des boutons de l'asclépiade commune, là, la syriaca. Donc, une grande biodiversité. Je n'étais pas capable de voir exactement ce que la luciole, là, aurait fallu que je regarde encore un peu plus près la photo que tu avais sur ton diaporama, là, ton PowerPoint. Là. Il y avait vraiment des boutons de. Donc, l'asclépiade, il y a beaucoup de chasse qui se fait sur cette plante. Donc, c'est ça, là, on ne voit pas très Hey, bien. celle-là, elle vient nectariser, là, celle-là. La photurus ici, OK, elle est en train de prendre du nectar. OK, c'est ça que je ouais, ne ouais, voyais ouais. pas tantôt. Elle est en train de boire du nectar. Mm. Ouais, Un petit peu d'énergie, un petit peu de sucre. oui, c'est ça, Bien. exactement. Mm. Ben, en faisant le PowerPoint, là, justement, là, j'ai vu pas mal d'images de lucioles aujourd'hui, là. Puis, je pense que j'en avais vu une qui mangeait. J'ai passé ça vite, là, mais c'était une petite boule orange. Fait que c'était sûrement un puceron ou un petit acarien, là. Mm. Ça peut être un œuf aussi. Un Ouais. œuf de, De coccinelle. Ben, ouais, de il y avait des coccinelle. petites pattes. Il y avait des... Ah, OK, il y avait des Ah, OK. C'est Ouais, probablement une petite- je les appelle les petites boules, là, mais ouais, il y avait des pattes. Dans quelles conditions hiverne-t-elle? Surtout à l'état larvaire. Donc, c'est comme ça qu'ils vont, beaucoup en fait de coléoptères, là, les scarabées et compagnie, vont passer l'hiver sur l'état larvaire. Ouais, comme les photos là, qu'on a vues au début. Ça peut être dans les litières de feuilles. On en voit souvent dans le bois pourri. Donc, ça va garder une certaine humidité. On les voit souvent là aussi. Ouais, c'est à peu près ça. On en trouve aussi entre l'écorce et Oui, c'est vrai. l'arbre en hiver ou à la fin de l'hiver. On en trouve quand même pas mal à l'état de l'arbre. Hmm. Dans un arbre en décomposition, là, Oui, pas un trop arbre mort, là. avancé, mais ouais, c'est ça. Oui, Ça garde l'humidité. oui. Il y a des petits insectes qui passent par là, fait que des fois, hop, un petit lunch. Ouais. Il y en a certaines, il paraît il y en a qui se nourrissent d'ifs, donc les racines de champignons parfois, prendre de l'eau, peu de protéines en même temps, semblerait-il. Euh, ouais. Fait qu'on a fait, je pense on a couvert beaucoup d'aspects, en tout cas pour le recensement des lucioles. Comme je vous dis, il y a vraiment un réel besoin pour les lucioles, puis je pense qu'au Québec, on pourrait faire notre part à l'étude, récolter des données. C'est toutes des données qui pourraient être, en fait, qu'on pourrait parler dans les prochaines conférences de la Société québécoise, même canadienne, puis à la EAQ, partager le savoir, puis inviter d'autres mondes dans l'essaim des lucioles. C'est facile. C'est ça qui est bien, c'est très accessible. On peut faire ça en famille. On peut initier votre fille, votre fils, puis d'autres cousins, cousins et parents, pourquoi pas, à faire ça. Et puis ça fait sortir dehors. Puis on a tout le temps un peu la tendance d'oublier à quel point c'est beau des lucioles, surtout le spectacle. Je pense que ça vaut la peine de sortir un petit peu, en tout cas dans mon cas, de la ville, puis d'aller bénéficier de ce beau spectacle-là le plus régulièrement possible. Ouais. Merci de votre présence ce soir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, Flavie est là tout l'été pour répondre aux questions. Profitez-en, elle est là l'été. Donc, faites aller le courriel ou même le chat sur Messenger parce qu'on a des groupes Facebook là-dessus. Donc, n'hésitez pas. On est là pour vous appuyer aussi. On va publier des vidéos pour le fun aussi, hein, Flavie, de nos observations. C'est dur de faire des vidéos de lucioles la nuit. Il faut un bon appareil, mais avec une longue exposition, ça pourrait être quelque chose de possible. Ben, merci beaucoup, tout le monde. Puis je vous souhaite une bonne soirée et des belles observations de lucioles. Bye bye. Bonne soirée à vous. Merci. Ciao, ciao. Bonsoir.